mensonge de Stéphanie Djomo, diffusé par Equinox TV, émeut la nation. Une interpellation à plus de vigilance face aux manipulations. À suivre le dossier et le commentaire de la rédaction. Menace sur la vie des malades d'insuffisance rénale dans la région de l'Est. Le centre d'hémodialyse est à l'arrêt depuis 6 mois. On compte déjà une quinzaine de décès. La situation sur place à Bertois, ce sera le dossier des régions. Menace sur la corne de l'Afrique, le Tigré revendique une improbable indépendance face à l'Éthiopie. L'Éthiopie mobilisée contre ses velléités séparatistes d'une autre époque. Nous ferons le point en page internationale. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ouvrons donc avec le dossier du journal pour comprendre ce qu'on appelle désormais l'affaire du vrai-faux témoignage de Equinox TV ou encore l'affaire Stéphanie Djomo, du nom de cette dame reçue par la chaîne 8 jours après le massacre de Kumba. Dans un récit des plus poignants, elle va partager la prétendue douleur de la perte de ses jumelles, près de 10 minutes d'un mélodrame fictif ponctué par des sanglots dignes des pleureuses professionnelles. Mais voici la vérité à rattraper, la fiction. Lucrèce Mbenga. Stéphanie Djomo, le massacre de Kumba, 8 jours plus tôt, ravive sa douleur. Il y a 4 ans, fuyant les exactions dans la même ville, elle a vu périr, pas un, mais 2 de ses enfants. Parole de femme. Dans cette course, une est morte, je l'ai couverte avec les feuilles mortes. 3 jours après, la deuxième a suivi. La douleur étrangle le plateau. Le témoignage de Stéphanie est poignant. La toile s'en émeut. La présentatrice puise au fond d'elle-même pour poursuivre l'échange. Et le jour, on se couche, on se repose. On se couche même le sol dans la forêt. Oui, Stéphanie en a bavé. Elle a encore en mémoire les crépitements des balles et les images atroces de sa mésaventure. On traversait sur le corps des hommes en tenue, des balles partout, des coups de machette. Il y avait tout. J'avais franchement les genoux pourris, puisqu'il fallait ramper dans la forêt. Et la mise en scène se poursuit. Douleur, peur, famine, Stéphanie a tout connu. On n'avait rien. Il y avait les kumbabrettes. On se défendait avec. Les eaux que nous buvions, on ne savait pas de quelle eau il s'agit. Compassion émue du plateau. Les femmes pleurent sur les enfants tués dans le nord-ouest et le sud-ouest et sur cette sale guerre qui ne finit pas. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et revoici Stéphanie Djomo quelques jours après son témoignage télévisé. La mine est toujours aussi défaite, non plus à cause de la perte de ses enfants, mais à cause de la vérité. Elle l'a rattrapé. Mensonge de femme. C'est vous qui parlez là. Et oui, le récit de Stéphanie Djomo sur le plateau de Equinox Télévision n'était que pure fiction. Face à la confrontation des faits, donc, ce témoignage poignant sur la mort de ses jumelles s'avère être simplement de la manipulation, un faux, un cas de flagrant délit de propagation de fausses nouvelles. Interpellée, Dame Djomo a finalement été libérée sous caution, s'engageant à répondre à toutes les convocations éventuelles des autorités judiciaires. Le plus effroyable, c'est qu'elle avoue la super chérie, Séverin Alégambélé. Des larmes d'émotion, des gouttes qui coulent le long des joues, en signe d'affliction, de chagrin. Des larmes pas artificielles cette fois, au lendemain d'une affaire qui choque la décence. Je voulais apporter, je ne sais pas comment dire ça, ma contribution
à demander la paix, j'ai rejoint un groupe. J'ai rejoint un groupe qui pleure les enfants du Nouzo. Et déjà, je n'étais pas préparée à aller sur une chaîne de télé ou une chaîne de radio. Je savais que c'était juste pour pleurer comme tout le monde pleure. Mais nous avons fait des sorties où on a pleuré dans plusieurs carrefours jusqu'au jour où on nous annonce toujours dans le groupe qu'on devait se retrouver à Equinox. Donc c'est comme ça que je me retrouve à Equinox, sur le plateau d'Equinox, et je partage cette histoire qui n'est pas vraie. L'auteur du fait, qualifié de fausse nouvelle, regrette la faute commise. Ça m'avait jamais traversé l'esprit. Je me suis retrouvée là. Oui, je regrette. Sincèrement, je regrette. J'ai même très mal. Les institutions, autorités publiques contre lesquelles des accusations graves ont été portées, ont droit, en pleine égalité, à une excuse valable. Croyant bien faire, j'ai plutôt blessé. C'était pas dans mes intentions. Je demande pardon à tout le peuple camerounais. J'ai fait mal, j'ai blessé, je le sais. Mais je demande qu'ils trouvent une place dans le cœur pour me pardonner. Parce que de moi-même, je ne parviens pas à me pardonner. Mais je crois bien que leur pardon pourra m'affecter. Inculpée de ce fait délictueux, Victoire Stéphanie Ndjomo Yebmo a bénéficié d'une mise en liberté sous caution. Au tribunal, elle a présenté des garants fiables pour son éventuelle représentation en justice. Indécent et impudique au moment où les masques tombent et où la vérité des faits triomphe, on voit clairement l'objectif derrière cette forfaiture, ternir l'image du Cameroun par une mise en scène d'un misérabilisme accusateur, des mensonges qui appellent l'opinion publique d'ici et d'ailleurs à plus de vigilance. Romuald Chisongok signe le commentaire de la rédaction. En temps de crise, c'est connu, les mots ont une puissance de rafale. Y verser encore des larmes peut émouvoir le monde entier. C'est ce qui s'est passé en Mondovision, à Equinox Télévision, plaçant le Cameroun au centre d'une publicité dont le pays se serait bien passé volontiers. Les auteurs visibles et invisibles, acteurs supposés et réels de cette mise en théâtre d'une douleur nationale, se présentent à tort en héros ou martyrs. Une telle démarche participe du viol des foules innocentes à travers l'instrumentalisation d'une crise qui déconstruit le passé commun, détruit le présent et nuit à l'avenir de plusieurs générations de Camerounais. Dans un contexte où tout flambe, les médias doivent contribuer à l'apaisement en refusant de relayer les positions partisanes et les postures qui divisent. La responsabilité, l'éthique et la déontologie des journalistes peuvent utilement contribuer au retour de la paix. En son temps, le feuilleton Bakassi avait donné de la presse nationale un visage mature et responsable qui nous manque. L'affaire Stéphanie Ndjomo doit réduire la génuflexion populaire devant les faux dieux de l'information qui distillent via la presse classique et les médias sociaux des nouvelles qu'il faut recevoir désormais avec toute la vigilance et la prudence. L'autre actualité, c'est également l'audience accordée à l'ambassadeur de la Confédération helvétique en fin de mission au Cameroun, au Palais de l'Unité. Son Excellence Pietro Lazeri était reçu ce jeudi au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Ferdinand Ngongo et le diplomate suisse se sont ainsi félicités du dynamisme de la coopération entre les deux pays. Au Palais de l'Unité, le reportage de Yves-Marc Mozo. Le séjour de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun s'achève. Désormais, c'est du côté du Brésil qu'il sera appelé à servir son pays. Seulement, avant de quitter définitivement le Cameroun, ce pays qui lui a offert l'hospitalité 3 années durant, son Excellence Pietro Lazeri accepte volontiers d'égrener quelques souvenirs personnels. 2 choses. La première, c'est le sourire des élèves des différents projets d'éducation soutenus pour la Suisse
l'éducation doit être respectée et ces enfants ont le droit d'aller à l'école. Et l'autre extraordinaire, j'ai encore dans mes yeux l'image du personnel de santé à Mada, à l'extrême nord du Cameroun, qui, en dépit des difficultés, est là, résiste et travaille pour son prochain. Mais à côté des souvenirs intimes, il y a dans une perspective plus large le vaste chantier de la coopération entre le Cameroun et la Confédération helvétique qu'il s'est employé à revitaliser. Nous avons des relations intenses, riches dans plusieurs domaines. La coopération économique, l'aide humanitaire, la migration, la recherche de la paix, la formation professionnelle. Il y a plusieurs chantiers que nous avons approfondis et je dirais qu'il y a encore un grand potentiel pour continuer à travailler et voilà, il y a des bonnes bases et dans certains secteurs il faut continuer à travailler. L'audience accordée ce jeudi 19 novembre 2020 au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République apparaissait alors comme un ultime témoignage d'amitié, de gratitude et de satisfaction pour ce compagnonnage fructueux entre les deux parties. Ambiance de fête ce jeudi à la Cour suprême qui accueillait solennellement ses nouveaux membres. Une cérémonie présidée par Daniel Mekobe-Sonnet, le premier président de la Cour, en présence d'un parterre de personnalités, tous venus vivre ces changements, symbole de la vitalité de la haute juridiction. Thérèse Yolande-Edima. Le rituel a une fois encore été respecté ce jeudi à la Cour suprême du Cameroun. L'installation solennelle des nouveaux membres nommés le 10 août 2020 à la faveur de textes du chef de l'État au terme d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Parmi les promus, 3 présidents de chambre, le premier avocat général, 18 conseillers et 11 avocats généraux. Un rôle sur lequel va s'appesantir le président de la haute juridiction, Daniel Mekobe-Sonnet. Un message qui n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Je suis dans le chantier de la gouvernance. Je veille, n'est-ce pas, sur la sincérité, la véracité et la traçabilité des comptes publics. Je vais y apporter toute mon expertise, toute mon expérience pour s'assurer que le travail qui échoue au parquet tout entier le soit de façon efficiente. C'est à la haute juridiction qu'on développe le droit positif du Cameroun. On produit la jurisprudence et on garantit au mieux les droits humains et les libertés fondamentales. La nouvelle cuvée comprend 9 femmes. Dans cette même dynamique, au sommet de la justice camerounaise, 250 jeunes magistrats ont prêté serment ce jeudi à la Cour suprême. Il s'agit d'une cuvée intégrée par décret présidentiel du 10 août dans le corps de la magistrature. Voici l'audience solennelle et les réquisitions du jour. Un reportage de Nicole Dodo. Le serment souligne la suprématie du droit et l'indépendance du magistrat. Le procureur général près la Cour suprême du Cameroun, Luc Njodo, a dans ses réquisitions rappelé que c'est un acte sacré républicain. Occasion d'attirer l'attention des nouveaux magistrats sur les attentes des pouvoirs publics au moment où ils entrent en fonction. Lorsque nous irons rejoindre nos postes de service, nous devons être intègres, comme le dit le nom de notre promotion. Et qui dit intègre dit servir son pays avec honnêteté. 250 jeunes magistrats issus de 3 promotions de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, parmi lesquels 50 de la section Common Law, premier contingent. Les assermentés l'ont bien compris, tout manquement au serment constitue une faute disciplinaire. Le procureur général nous a conseillé quelques pratiques à mettre en œuvre le principe de la subordination hiérarchique, le principe d'endurance au travail, d'assiduité. Le magistrat doit être intègre. Le magistrat doit alors s'abstenir de toute attitude prompte à peser sur ses actes. La Cour suprême reçoit ainsi du sang neuf pour assurer toujours mieux son rôle d'arbitre dans l'application du droit et la sauvegarde de l'état de droit au Cameroun. Regard à présent au sommet de l'architecture juridique du Cameroun avec Jean-Pierre Congé.
Considérée par la Constitution du Cameroun comme la plus haute juridiction de l'État en matière judiciaire, administrative et du jugement des comptes, la Cour suprême exerce cette compétence à travers ses 3 chambres. La Chambre judiciaire statue souverainement sur le contentieux issu des juridictions inférieures de l'ordre judiciaire. La Chambre administrative connaît l'ensemble du contentieux administratif de l'État et des autres collectivités publiques et des appels formés contre les décisions rendues en matière de contentieux des élections régionales et municipales. La Chambre des comptes, quant à elle, est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et sur les entreprises publiques et parapubliques. En toutes ces matières et par-dessus tout, la Cour suprême veille au respect de la loi et fixe le cap pour ce qui est de la jurisprudence. Lorsqu'on n'est pas satisfait par une décision rendue en premier et dernier ressort, on saisit la Cour suprême. Lorsque la Cour suprême a tranché sur un point, personne d'autre ne peut dire le contraire. C'est vrai, il y a parfois des revirements, la Cour suprême, il y a évolution des textes et autres, mais toujours est-il que c'est de la Cour suprême que nous avons cette évolution-là. Donc elle est justement là pour veiller à ce que la loi n'est pas violée et que tout ce qui est fait en inférieur est fait en conformité avec la loi. Une position qui lui vaut l'appellation de locomotive de la fonction juridictionnelle au Cameroun. La suite de la session parlementaire de novembre, le Sénat qui recevait ce jeudi 6 projets de loi, dont celui portant loi de règlement pour l'exercice 2019, le texte déjà examiné cette semaine par la Chambre basse. D'autres précisions, Mathieu Kemgo. Parmi les 6 projets de loi communiqués aux sénateurs par le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, l'on trouve en bonne place le projet de loi de règlement pour l'exercice 2019. Pour ce qui est des projets de loi de ratification, l'un autorise le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun au protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. L'autre porte sur l'accord de coopération en matière de migration entre le Cameroun et le Conseil fédéral suisse. Le troisième projet de loi autorise le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale. Et enfin, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le Cameroun et les Émirats arabes unis relatif aux services aériens entre les 2 pays et au-delà. Ces textes vont être examinés en commission en présence des membres du gouvernement concernés avant leur adoption en plénière. Et la campagne électorale qui s'annonce pour les élections régionales. Et dans le cadre de cet événement, les partis politiques qui vont concourir à cette élection des conseillers généraux régionaux du 6 décembre 2020 sont informés par le directeur général de la CRTV que les enregistrements de leurs messages de campagne sont prévus du samedi 21 au samedi 21 novembre, bien sûr, au samedi 5 décembre 2020, ainsi qu'il suit de 10h30 à 13h30 au centre de production de la CRTV ici à Mbala 2 pour ce qui concerne la télévision, et puis de 14h à 17h au poste national pour ce qui concerne la radio. Les enregistrements se dérouleront conformément aux arrêtés du ministre de la Communication qui fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion ainsi que les temps d'antenne impartis aux partis politiques dans le cadre de cette campagne électorale. C'est un communiqué que signe le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Parlons à présent des retombées du barrage de Monveleux qui donne du sourire aux populations de Man dans le sud. La localité de la vallée d'Untem est désormais connectée au réseau électrique et le directeur général de Electricity Development Corporation qui impulsait cette connexion sur le site au cours de cette semaine annonce la suite de l'opération à travers la région pour bientôt. Charles Abossolo Oba était à Man. Après des années de bons et loyaux services, ce fer à charbon s'apprête à rejoindre le placard, tout comme ces machines à coudre mécaniques. Voilà mon fer à charbon. Voilà ça. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, d'ici 2 jours, on va plus utiliser le fer à charbon. On va utiliser le fer électrique. Ça veut dire que on est tellement fiers. Au centre-ville, les lampadaires allumés ça et là inaugurent ces terres nouvelles.
Un ouf de soulagement pour les populations au bout de plusieurs années d'attente. Les autres localités bénéficiaient déjà de ce courant, mais l'arrondissement de Man, sinon le département de la vallée du Ntem, tout entier n'avait pas encore de l'énergie. C'est le processus d'électrification de la vallée du Ntem qui est ainsi amorcé. L'énergie, quand elle arrive en Kolkoum à Yaoundé, entre mars et juin, on doit terminer l'électrification de tous les villages. C'est des engagements forts que nous allons tenir. Une concertation en Man entre chefs traditionnels, élites, autorités administratives et EDC a également permis d'aborder le volet environnemental et social, notamment le programme d'accompagnement socio-économique de Menveule en cours de redynamisation pour le mieux-être des populations de la zone d'emprise du projet. Le dossier des régions à présent pour aller vivre la détresse des patients sous dialyse à l'Est. 15 de ces malades atteints d'insuffisance rénale seraient décédés faute de soins. La raison, voici près de 6 mois maintenant que le centre d'hémodialyse de Berthois est totalement à l'arrêt. Elvis Nguimaison sur le site raconte. C'est un personnel du centre d'hémodialyse de Berthois qui se tourne les pouces depuis le 6 juin dernier, date de cessation d'activité. Les 22 patients chroniques en quête de guérison ont été sommés d'aller voir ailleurs. Nous sommes arrivés à Yaoundé un vendredi à 4h. C'est à 19h qu'on a pris le patient en charge. 5 mois après, sur les 22 patients renvoyés, 15 sont décédés. Se déporter pour aller dans une ville où vous ne résidez pas souvent, pour dialyser 2 fois par semaine, c'est pas chose aisée. La disponibilité des kits ne suffira pas à faire redémarrer les machines. Le fait qu'on soit en fermeture prolongée depuis presque 6 mois maintenant, c'est clair que les circuits d'eau vont être encrassés, pleins de calcaire, bourrés de boue et tout ça. Des mesures urgentes s'imposent pour redonner une lueur d'espoir à ces malades d'insuffisance rénale. Et cette lueur d'espoir, cette situation dramatique trouvera bientôt solution. Le ministre de la Santé publique travaille à un retour à la normale depuis sa dernière visite de travail dans cet hôpital régional de Berthois. Un espoir qui rassure quelque peu les familles. Georges Alain et Yango à Berthois. La visite de travail à l'Est, le 14 août dernier, du ministre de la Santé publique a donné l'occasion au président du comité de gestion de l'hôpital régional de Berthois de relayer les cris d'alerte des populations locales suite à l'arrêt du centre d'hémodialyse de cette formation sanitaire. La promesse du ministre de la Santé de remédier à la situation est encore en cours de réalisation. C'est tous les jours que les malades souffrent et meurent du manque de ces kits. Pour ce qui est des mesures prises jusqu'ici, à la délégation régionale de la santé publique pour l'Est, rien n'est fixe pour l'heure. L'espoir reste de même de mise quant à un geste imminent qui s'offre en provenance du ministère de tutelle. Un espoir en partage avec les populations locales affectées de près ou de loin par cette situation, mais également les personnels de santé. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La pandémie avec une alerte ce soir. Attention, le Covid-19 tue toujours au Cameroun. Les chiffres de la contamination remontent. Les autorités multiplient les mises en garde contre la négligence généralisée des mesures barrières. Mais on note déjà 2 foyers de résurgence qui se répercutent dans les chiffres communiqués ce jeudi. Bonsoir Évariste Eyenga, vous êtes au centre des opérations des urgences de santé publique à Messa. Qu'en est-il donc exactement ce soir ? Bonsoir, c'est un premier signal peut-être pas assez fort. Premier signal avant l'avis des spécialistes. Les faits parlent par eux-mêmes. Il y a une remontée des chiffres, notamment au niveau des cas confirmés, les cas positifs. Les chiffres affichent donc ce soir 23 528 et les cas de patients guéris déjà 22 177. À la différence des deux, on a des cas actifs de l'ordre
l'ordre de 916. C'est un saut de plus de 500 cas supplémentaires en l'espace d'une semaine, ce qui fait dire donc les faits, ce qui nous amène à interpréter les faits de sorte que il y a un rebondissement déjà au niveau des cas actifs. Si l'on passe de pratiquement 400 à 900, c'est qu'il y a donc une avancée des cas actifs des personnes porteuses du coronavirus Covid-19. Le point de presse du docteur Etoundi Mbala ce soir indique qu'il y a eu un repérage de deux nouveaux foyers de la résurgence de cette pandémie. Il s'agit de la région de l'Ouest. On marquera d'ailleurs un arrêt dans cette région le week-end prochain pour examiner de près ce cas de résurgence. Le deuxième foyer, c'est dans la région du littoral également, des régions qui ont cette réputation d'une forte négligence de l'observance des mesures barrières. Autre chiffre ce soir, c'est le taux de guérison. Il est de 95%, lui, il est resté statique. Donc, on peut sonner l'alarme à nouveau sur la variante des cas positifs qui continue d'augmenter, ainsi que les cas actifs. Il y a lieu de continuer d'observer les mesures barrières. On va examiner ces différents foyers le week-end prochain et puis la semaine à venir. À vous le plateau. Merci Évariste. Rendez-vous pris, mesures barrières de rigueur. Mais la santé passe aussi par des toilettes propres et disponibles partout. Ce 19 novembre, Journée mondiale des toilettes, vient rappeler l'urgence de l'aménagement de ces modalités à travers le territoire national pour l'assainissement physique, mental et même spirituel dans notre environnement de vie. Rodrigue Bertrand-Tueno. L'accès aux installations sanitaires s'est amélioré au Cameroun au cours des 10 dernières années. Le document EDS 2018, enquête démographique de santé, le prouve aujourd'hui que depuis 2018, 61% de la population a accès aux toilettes. Cela veut dire qu'on a fait ce qu'on pouvait, mais le défi reste encore très grand. Ce défi touche les services d'assainissement des toilettes. Les ressources qui en sont issues ne prennent pas toujours la bonne direction. Leur collecte est assurée par des véhicules en déphasage avec les normes qui les déposent dans un environnement inapproprié. Bon, nous allons du côté de Bankomo là-bas. C'est un champ qu'on a abandonné, on verse que les déchets là-bas. On verse, ça déborde le bar, ça descend, ça coule, ça dans la rivière. Au-delà des toilettes, le Cameroun doit investir dans les maillons traitement et valorisation de la chaîne des valeurs de l'assainissement. Il y gagnera. $1 investi génère $5,5 de bénéfices. Beaucoup d'émotions ce jeudi à la levée de la dépouille mortelle du colonel à la retraite Paul-Claude Boutouli. La chapelle de l'hôpital général de Yaoundé a rassemblé de nombreux membres du gouvernement et la grande famille des forces de défense pour un hommage appuyé. Pierre Evembe. Morgue de l'hôpital général de Yaoundé, le premier acte du grand voyage vers l'infini du colonel à la retraite Paul-Claude Boutouli avait un cachet religieux. Monseigneur Victor Tonier Bakod va s'appesantir sur le long séjour opéré par le défunt dans les parvis de la maison de Dieu. Mais le Dieu des armées avait d'autres projets pour l'ancien séminariste. Défendre la paix, non pas dans la soutane, mais vêtu d'un treillis. Et ce soldat, diplômé de la prestigieuse école d'officiers de Saint-Cyr en France, 1960-1962, promotion vers corps, va briller par son engagement avec honneur et fidélité dans les différents fronts qui ont menacé la stabilité, l'unité et l'intégrité du territoire camerounais depuis la période de l'indépendance jusqu'à son départ à la retraite en 1997. Après avoir également occupé les postes les plus stratégiques de l'armée. À 84 ans, ayant combattu le bon combat, le colonel à la retraite Paul-Claude Boutouli, ancien président du conseil pastoral de la paroisse catholique de Ngobayan, département de l'Océan, va fusionner avec la terre de ses ancêtres à Mougoué et gonfler les rangs de l'armée céleste. En international, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, à son Altesse Sérénissime Albert II, Prince souverain de Monaco. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la principauté de Monaco ce 19 novembre.
L'Éthiopie qui dit non aux velléités sécessionnistes dans le Tigré. Le Premier ministre, par ailleurs prix Nobel de la paix 2019, reste ferme et droit dans ses bottes face aux exactions du Front de libération du peuple du Tigré qui menace maintenant de déstabiliser la Corne de l'Afrique. Augustin Guizana. Depuis des mois, des milices du Front pour la libération du peuple du Tigré au nord de l'Éthiopie défilent au gouvernement fédéral. Mercredi, le Premier ministre Abiy Ahmed a sonné la contre-offensive par des opérations militaires. Lorsque vous entrez dans la profondeur des problèmes éthiopiens actuels, vous allez constater que le recours aux armes militaires, ce n'est pas l'État central qui a commencé. Alors que ces opérations militaires sont en cours, le débat s'invite sur le prix Nobel de la paix attribué au Premier ministre éthiopien en 2019. Avoir été prix Nobel de la paix ou pas, ce n'est pas sur cette question que le Premier ministre éthiopien actuel a été prix Nobel de la paix. C'était sur un autre différend face à l'Érythrée. Il ne peut donc accepter un autre démembrement. Dans tous les cas, le Premier ministre éthiopien a qualifié les agissements du Front de libération du peuple du Tigré comme étant démesurés et d'intransigeance criminelle. La page des sports sur la route du Tour pour vivre la deuxième étape du Grand Prix cycliste Chantal Biya. Ce jeudi, la victoire du Burkinabé Paul Daumont avec un chrono de 3 heures 21 minutes et 29 secondes. Le maillot jaune reste rwandais et le Camerounais Clovis Kamzon Abesolo est arrivé 4e. Merlin Kamla était à l'étape à Konolinga à Bamban. Pour la deuxième fois, l'hymne du Rwanda retentit à la 20e édition du Grand Prix Chantal Biya. À l'arrivée à la place des fêtes d'Abomban, le Burkinabé Paul Daumont est en tête. C'était vraiment compliqué, une journée très chaude, vraiment beaucoup d'attaques, c'était très difficile. Il est suivi par le Slovaque Kubis Lukas et Cissé Isiaka de Côte d'Ivoire. Des performances pas suffisantes pour rattraper le temps de Moïse Mugisha. Le premier Camerounais, Clovis Kamzon Abosolo, est classé 4e avec le même chrono que le vainqueur d'étape, soit 3 heures 21 minutes 29 secondes. Il passe ainsi de 44 à 34 secondes de retard sur le maillot jaune. La troisième étape, longue de 167 km, se dispute ce vendredi entre Yaoundé et Bolo-Bankolandom dans la région du Sud. Le directeur général de Total Cameroun élevé à la dignité de chevalier de l'Ordre national de la valeur par le président de la République. Il recevait la distinction au cours d'une cérémonie à Douala présidée par le gouverneur Samuel Dieudonné Vaadibois. Napoléon Bonaparte Besson. Tout un symbole qui fera histoire. Un gouverneur, celui de la région du littoral, accompagné de son état-major, des autorités diplomatiques et celles traditionnelles avec en tête le président en exercice du Ngondo. Non loin, les partenaires, clients, fournisseurs et sous-traitants de Total Cameroun et le staff managérial de la dite entreprise française. Toute une mobilisation pour décorer le directeur général de Total Cameroun, chevalier de l'Ordre national de la valeur au titre du 20 mai 2020. C'est un vrai honneur d'être décoré pour un Total Cameroun chevalier de l'Ordre de la valeur. Je la décerne finalement à tous les collaborateurs qui sont à Total Cameroun, à tous nos gérants de stations-service, à tous nos employés, à tous les partenaires ici qui sont là, les entreprises qui travaillent pour nous, avec nous. Et je remercie beaucoup le gouvernement de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Et puisque toute médaille se veut le reflet d'un travail salué, la vedette du jour, top management de Total Cameroun, s'engage à parfaire les performances de la structure leader dans la distribution des produits pétroliers et des services associés. Ses prédécesseurs l'ont d'ailleurs fait depuis 70 années au Cameroun. Nous avons de nombreux défis à Total Cameroun. D'abord un propre défi qui est celui d'être une entreprise multi-énergie. Et donc nous allons devoir adresser cette problématique, celle du réchauffement climatique, celle d'être un groupe multi-énergie. Nos clients nous font confiance aujourd'hui, de nombreux clients cherchent des solutions multi-énergie qui vont au-delà de la fourniture simple du pétrole. Et c'est aussi évidemment celle de donner d'énergie à tout ce grand pays qui est le Cameroun, qui est un pays en croissance. Il y a un plan
plan émergence 2035 du gouvernement. Nous devons accompagner ce plan-là. Il y a quelques jours, un grand nombre d'autres travailleurs recevaient les mêmes récompenses décernées par le président de la République et remises sur la place de la Benséquin par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné, Iva Dibois. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Christelle Fouda et de Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations sur cette antenne à minuit. Et pour les éditions du week-end, dès demain vendredi au 20h30, vous serez en compagnie de Lucrèce Mebenga. D'avance, un excellent début de week-end et à lundi, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous.